Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la crise de la trentaine. Avant de commencer ce podcast, vous avez le lien de mon Patreon disponible dans la description. Vous pouvez avoir les scripts, vous pouvez accéder gratuitement aux scripts de ces podcasts sur le Patreon. Il faut juste s'inscrire. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, me soutenir financièrement pour m'aider à continuer de faire ce genre de vidéos. Merci aux personnes qui me soutiennent et on va pouvoir commencer la vidéo. Donc la crise de la trentaine, c'est les personnes qui ont 30 ans, c'est quand on commence à avoir 30 ans. On peut dire ça pour toutes les décennies, on va dire pour tous les âges en 10, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, etc. Et du coup, en général, on dit qu'il y a une crise de la trentaine. On dit qu'il y a une crise à peu près à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, etc. Mais en l'occurrence, moi, j'ai 31 ans, je crois. Oui, j'ai 31 ans et je vais avoir 32 ans. Et du coup, j'ai fait ma crise de la trentaine. J'avais envie de parler de ce sujet parce que je ne sais pas si c'est commun à tous les pays, mais bon, dans tous les cas, je vais parler de mon expérience. Ce n'est pas une généralité, mais je pense comprendre pourquoi ça arrive quand on a 30 ans. Pourquoi ça arrive autour des 30 ans. Pour ma part, j'ai fait des études, donc je suis allé au lycée. J'ai passé mon bac à 18 ans, qui est le diplôme le plus courant en France. Et après, j'ai intégré ce qu'on appelle une classe préparatoire et une école de commerce, ce qui est l'équivalent d'une université, en gros. Et j'ai fini avec un master. Donc, en France, on dit un bac plus 5. C'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai fait 5 années d'études supplémentaires. J'ai fait 5 années après mes 18 ans et j'ai fait une année de césure, donc une année où j'ai fait des stages en entreprise. Et du coup, finalement, j'ai commencé à travailler à 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement déjà parce que jusqu'à mes 24 ans, dans ma vie, il y avait toujours des jalons, il y avait toujours des étapes. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand j'avais 6 ans, je me disais à 11 ans, je vais rentrer au collège. Quand j'avais 11 ans, je me disais à 15 ans, je vais rentrer au lycée. Quand j'étais au lycée, je me dis à 18 ans, je vais passer le bac et je vais continuer peut-être mes études supérieures. Pendant mes études supérieures, il y avait toujours des examens, des diplômes à passer, etc., etc. Et en fait, jusqu'à mes 24 ans, tout était toujours très rythmé et toujours, il y avait toujours des examens, des semestres, etc. Et du coup, il y avait toujours une échéance, il y avait toujours une deadline en fait. Et je dis ça parce que après, une fois qu'on rentre sur le marché du travail, une fois qu'on commence à travailler, ben en fait, il n'y a plus aucune échéance. Il n'y a plus rien qui nous dit tu dois faire ça maintenant, tu dois faire ça maintenant, etc. Et en fait, on, d'un côté, on devient beaucoup plus libre, mais de l'autre, il n'y a plus vraiment de cadre pour nous guider. Ça a deux effets, je pense. Je pense que le premier effet, c'est déjà que le temps passe beaucoup plus vite. Quand j'ai commencé à travailler, de mes 24 ans à aujourd'hui, le temps est passé super vite. Alors que quand on était à l'école, ce n'était pas le cas, parce qu'il y avait toujours des étapes, et du coup, on avait toujours conscience du temps qui passe, entre guillemets. Et du coup, quand on commence à travailler, ben, il n'y a plus personne qui nous dit non, non, après 3 ans, tu vas faire ça ou tu vas faire ça. Donc, il n'y a plus personne qui nous met des deadlines, en fait. Enfin, au sens des étapes de la vie. Au sens dans la vie, pendant les études, on passe un diplôme, ensuite il faut passer un autre diplôme, etc. Et ça, je pense que non seulement le temps passe super vite, mais au bout d'un moment, c'est pas qu'on se lasse, mais c'est qu'on commence à se poser des questions. Et en fait, pour ma part, j'ai commencé à travailler à 24 ans. J'ai commencé dans une entreprise, j'ai travaillé 3 ans, j'ai changé d'entreprise,
J'ai travaillé 2 ans et après, je suis parti 1 an au Japon. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que quand j'ai commencé mon premier travail, bon, c'était quelque chose de nouveau. Donc, j'avais envie de bien travailler, j'avais envie de bien faire. Tout était nouveau, donc c'était très intéressant. Pendant 3 ans, je ne me suis pas du tout ennuyé. Et d'ailleurs, pendant la première année, j'avais trop de travail. Donc, je finissais parfois de travailler à minuit, voire 1 heure du matin. Je me rappelle, il y a eu, c'était pas tout le temps, mais je pense que j'ai fait au moins une semaine à plus de 60 heures de travail. Et du coup, c'était en quelque sorte très stimulant. Il y avait beaucoup de challenges et voilà, donc tout était nouveau et c'était intéressant. Et en fait, au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que dans mon travail, ben, je maîtrisais mes missions et j'ai commencé à m'ennuyer. Alors, j'ai peut-être un profil, particulier, mais personnellement, quand il n'y a pas vraiment de pression, je ne travaille pas plus que ce qu'il faut. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui marche plutôt à la pression et s'il n'y a pas de challenge, j'ai du mal à me motiver moi-même pour faire, plus que, ce qui est demandé. C'est-à-dire que mon travail, la fiche de poste, donc mes missions, c'était ça, ça, ça. À la fin, quand je m'ennuyais, ben, je faisais les missions que je devais faire et je ne faisais pas plus. Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à rester motivées, à faire plus, à toujours aller plus loin, etc. Mais moi, ce n'est pas le cas. En tout cas, pas sans pression. J'ai besoin de pression pour me sentir motivé. Et du coup, au bout de 3 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'entreprise. C'est un schéma très classique dans le genre de métier que je faisais, c'est-à-dire que vous faites une première expérience de 3 ans, vous changez d'entreprise, ça vous permet d'augmenter votre salaire et vous changez de cadre. Donc tout redevient nouveau. Et ça, c'est intéressant parce que quand tout redevient nouveau, il faut réapprendre et voilà, c'est très intéressant. Intellectuellement, c'est un vrai challenge de tout réapprendre dans un nouveau contexte. C'est ce que j'ai fait et du coup, j'ai démissionné de mon ancienne entreprise. Je suis allé dans une nouvelle entreprise et pareil, au début, c'était très intéressant, mais sauf qu'en fait, j'ai remarqué que dans ma première entreprise, la difficulté, elle était, ça m'a pris, en gros, ça m'a pris 2 ans, 2, 3 ans avant de m'ennuyer. Parce que tout était nouveau, donc j'avais besoin de tout apprendre. Quand j'ai changé d'entreprise, je me suis rendu compte qu'en fait, ça a été la même chose, mais sur un temps plus court. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que ben, finalement, même si je changeais tout le temps d'entreprise, à la fin, ça allait toujours être un peu la même chose parce que je faisais le même métier. Donc, à part changer de métier, ça allait être difficile de vraiment voir quelque chose de nouveau. Et en fait, je pense que quand on arrive du coup vers les 30 ans, moi, voilà, ça faisait 5 ans que je travaillais, donc j'avais 29 ans. Et quand on arrive vers les 30 ans, on commence à se rendre compte que bah, le travail, c'est peut-être pas le travail qu'on voulait avoir. On commence aussi, je pense, à remettre un peu en question les envies qu'on avait. C'est-à-dire que quand je faisais mes études, je me disais, je veux un travail prestigieux, entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, parce qu'un vrai travail prestigieux, ça serait d'être médecin ou ce genre de choses. Mais disons un travail qui a un bon statut, avec un bon salaire, etc. Et j'avais un peu cette image de la réussite. Et en fait, je pense que quand on commence à travailler, déjà, il y a beaucoup de remise en question de ce genre d'image, de ce genre d'attente qu'on a du travail. Donc non seulement, enfin pour ma part, j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai commencé à me demander si c'était vraiment ce que je voulais faire, mais en plus, je commençais à accorder de moins en moins d'importance à tout ce qui est statut, salaire, etc. Bien évidemment, il faut gagner suffisamment sa vie pour vivre correctement, mais disons si en fait tout est une question de paramètres où on dit ça c'est plus important que ça c'est plus important que ça, bah, j'ai l'impression que les paramètres argent, statut
quand on commence à travailler, on a tendance à les rebaisser, à se dire, bah, en fait, non, c'est peut-être pas le plus important. Et du coup, après ça, donc, pile dans le bon timing, j'ai envie de dire, avec ma femme, on a voulu partir 1 an au Japon. Et du coup, pendant cette année, on a fait une année sabbatique, une année de pause. Euh, c'est l'année où j'ai eu 30 ans personnellement, et ma femme aussi d'ailleurs. Donc l'année de nos 29 à 30 ans, on était 1 an au Japon. Et là c'est pareil. Bon, c'est un peu cliché, mais pendant cette année, ce qu'on a fait, c'est que, bon, déjà, on a beaucoup voyagé et on a rencontré des personnes avec des histoires complètement différentes de nous. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, j'avais un travail assez spécifique et du coup, en général, les personnes avec qui je travaillais, elles avaient toutes un peu le même parcours que moi, c'est-à-dire bac, école de commerce, première expérience, on change de métier et finalement, on avait tous un peu le même profil. Ce n'est pas une critique, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'étais habitué à un peu à voir un peu toujours le même, des personnes avec le même parcours, on va dire. C'est pas forcément les mêmes personnes. Je pense qu'il y a des, voilà, ce n'est pas pour dire ce n'était pas intéressant. Non, c'est juste pour dire que quand on est arrivé au Japon et qu'on a rencontré des personnes avec des parcours totalement différents, bah, c'était intéressant parce que finalement, ça nous sortait un peu de notre cadre où on avait un peu l'impression, enfin, on a découvert de nouveaux parcours de vie. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Ça nous sortait du cadre et aussi ça nous montrait qu'il n'y avait pas qu'une façon de faire. En France, moi, le parcours que j'ai eu, études, premier travail, deuxième travail, c'était un bon parcours. À 29 ans, je gagnais bien ma vie, j'avais un bon salaire et du coup, c'est ce qu'on peut qualifier d'un bon parcours, un parcours stable et structuré. Et du coup, techniquement, bah, c'est quelque chose qu'on voit assez de manière positive. Et là, du coup, au Japon, j'ai eu l'opportunité, c'est un peu cynique dit comme ça, mais j'ai rencontré des personnes qui avaient des parcours totalement différents et qui n'avaient pas l'air moins heureuses ou plus malheureuses, on va dire. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, on comprend qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et après, ça ouvre un peu les portes, ça ouvre un peu les possibilités. Avec ça, on a fait aussi du woofing. Et là, bon, c'est un peu cliché, mais c'est travailler à la ferme au Japon. Et on a rencontré des personnes avec des vies particulières qui travaillaient, qui étaient agriculteurs, donc qui est un métier difficile, mais voilà, il y avait des gens qui travaillaient beaucoup, mais qui avaient toujours un peu une joie de vivre, c'est-à-dire qu'ils étaient très positifs. Enfin, je ne sais pas comment décrire, mais c'était vraiment, ils avaient l'air vraiment heureux dans leur vie, même si, voilà, l'agriculture, c'est un métier difficile. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je prends un peu de recul parce que c'est typiquement, je ne sais pas si vous avez ça dans votre pays aussi, mais dans le métier où je faisais, on utilisait beaucoup, par exemple, LinkedIn. Et sur LinkedIn, il y a plein de personnes qui racontent des success stories, et qui racontent des expériences. Enfin, c'est très démonstratif, c'est-à-dire que tout le monde essaye de montrer qu'ils ont des expériences uniques. C'est très un peu le côté négatif des réseaux sociaux. Et du coup, j'aime bien dire ça pour cette expérience au Japon. J'aime bien dire, bah, en fait, il faudrait que je fasse un post sur LinkedIn pour expliquer comment travailler à la ferme a changé ma vie, a changé ma vision des choses, etc. Mais voilà, pour rigoler et pour dire comment c'est cliché. C'est cliché parce qu'en plus, je ne serais pas capable de travailler à la ferme, toute ma vie. Je pense que c'est un métier très physique et qu'il faut vraiment aimer ça pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. Mais du coup, en faisant ça, bah, tout ça, en fait, finalement, je ne sais pas comment dire, mais finalement, on a pu rencontrer des personnes qui n'avaient pas qui avaient des vies plutôt simples,
mais qui pourtant avaient l'air vraiment très heureuses. Souvent, on se fait une idée du succès. On a une idée du succès qui est que il faut gagner beaucoup d'argent, il faut voyager à l'autre bout du monde, il faut aller dans des hôtels luxueux et tout. Je fais une caricature, mais même si c'est une caricature, je pense qu'il y a toujours une part de vrai où parfois, justement, ces paramètres d'argent et de statut, on a un peu la tendance à les pousser sans forcément parler de avoir une énorme maison avec une Lamborghini. Mais je pense qu'inconsciemment, on a toujours tendance à les monter un peu plus haut. Et du coup, pour revenir à la crise de la trentaine, j'ai l'impression que c'est une étape où en fait on se rend compte que ces paramètres, bah, ils ne sont pas aussi importants que ça. Ils sont importants. Gagner de l'argent, c'est important parce que on vit dans un monde capitaliste. Donc si vous n'avez pas d'argent, ça va être très difficile. Mais là encore, c'est pareil. Euh, vous pouvez trouver un moine bouddhiste qui vit tout seul dans la montagne, qui ne gagne pas d'argent et qui est heureux. Bon, c'est un exemple extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on réévalue, on réajuste un peu nos envies. Et c'est ça, je pense, la crise de la trentaine, c'est quand on a commencé à travailler et qu'on se rend compte que ce qu'on fait, ce n'est peut-être pas ce qu'on a envie de faire pour le reste de notre vie. Quand on fait nos études, bah, on fait nos études pour faire nos études. C'est-à-dire que nos parents nous disent, bon, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu fasses des études, et du coup, bon, on fait des études. Mais quand on commence à travailler, maintenant, c'est nous et nous seuls. C'est-à-dire que c'est entre nous et nous-mêmes. C'est quand je travaille, bah, finalement, c'est moi qui décide si je veux continuer à travailler comme ça. Et ce qui peut être un peu impressionnant, c'est que à partir du moment où on commence à travailler, c'est ça jusqu'à la fin. C'est un peu cynique, mais disons qu'il n'y a plus vraiment de barrière. Il n'y a plus de moment où on se dit, bah là, ça va changer. Non. Là, si on ne prend plus aucune décision, c'est comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et du coup, je pense que la crise de la trentaine, c'est un peu une première étape sur ce chemin. C'est-à-dire que c'est souvent une première étape où on réalise que peut-être ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on veut faire pour le reste de notre vie. On dit la trentaine parce que ça arrive entre 28 et 32 ans, voire 35 ans, je ne sais pas, mais c'est c'est un peu une généralisation, c'est un peu une généralité. Mais il y a cette idée que à cette époque de notre vie, beaucoup de personnes remettent en question un peu leur vie, un peu ce qu'ils ont construit, et notamment, je pense spécifiquement à leur premier travail. Et du coup, moi, la crise de la trentaine, c'est la raison pour laquelle je suis en train de filmer cette vidéo, c'est que j'ai voulu essayer d'être professeur de français, de créer du contenu pour les personnes qui apprennent le français, tout simplement parce que j'adore apprendre le japonais, j'aime aussi apprendre le portugais, et j'ai envie de travailler autour de ça. Actuellement, je gagne beaucoup moins d'argent que quand je travaillais avant, mais bon, pour l'instant, je gagne pas encore suffisamment d'argent pour avoir une vie stable, on va dire financièrement. Ce n'est pas risqué. J'ai de l'argent de côté, donc ce n'est pas un gros risque. Je veux dire, je ne peux pas finir à la rue, comme on dit. Mais disons que ce n'est pas soutenable pour l'instant financièrement. Il faut que j'essaye de gagner plus d'argent pour que ce soit pour pouvoir avoir une vie stable après. Mais disons que pour l'instant, j'ai l'impression que ça me plaît, que ce que je fais, ça me plaît, et 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 je me dis que je pourrais vivre comme ça en gagnant moins d'argent qu'avant, en sachant que être professeur de français, en général, c'est un statut moins élevé que le travail que je faisais avant. Avant, j'étais en quelque sorte data analyst. Donc, c'est le genre de métier où le nom veut tout et rien dire. Et quand vous le dites, les gens se disent, oula, ça a l'air d'être quelque chose de bien. Mais au final, ça veut tout et rien dire. Mais disons que dire je suis professeur de français, c'est moins, ça a un statut, ça a une image moins,
impressionnante, on va dire. Mais du coup, voilà, je pense que maintenant que j'ai 30 ans, que j'ai essayé un peu le métier précédent, je me suis un peu détaché de tout ce qui est salaire et statut et que j'ai envie d'essayer autre chose. Ça se trouve, je vais me lasser d'être professeur de français. Ça se trouve, au bout d'un moment, ça va devenir ennuyant et je ferai une crise de la quarantaine peut-être. Mais en tout cas, maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un bon choix et c'est un choix qui me permet d'essayer quelque chose de différent. Et je pense que c'est important parce que il n'y a plus personne qui va choisir pour nous jusqu'à la fin, pour le reste de notre vie. Donc c'est à nous aussi de prendre l'initiative d'essayer des choses différentes. Bien évidemment, il y a toujours, voilà, je veux dire, mon métier précédent m'a permis de gagner de l'argent pour pouvoir partir au Japon un an et aussi de prendre le risque de commencer un nouveau métier, ce que je fais maintenant. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Bien évidemment, le message, ce n'est pas de dire abandonnez tout et essayez ce que vous voulez, parce que bien évidemment, il faut gagner de l'argent pour pouvoir vivre correctement. Il faut faire les choses dans l'ordre, etc. Mais voilà, tout ça, c'était pour parler du sujet de la crise de la trentaine. Je pense que c'est pour ça que on parle d'une crise de la trentaine, c'est que c'est une première étape avant le début de la vie professionnelle. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion en parlant avec des amis, mais j'ai l'impression que les personnes qui se posaient beaucoup plus de questions avant ne font pas forcément cette crise de la trentaine. Personnellement, dans mes études, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. J'ai fait toutes les études comme il fallait. Mais il y a des personnes, par exemple, à 18 ans, qui se posent beaucoup de questions pour la suite de leurs études. Et je pense que quand on se pose plus de questions à 18 ans, peut-être qu'on a moins de questions à 30 ans. Je ne sais pas si c'est une vérité, je ne sais pas si c'est une généralité. C'est une théorie euh, officieuse, donc qui n'est pas officielle. Bref, voilà. J'espère que ce petit euh, podcast sur la crise de la trentaine vous aura plu. Si c'est le cas, vous avez le script sur mon Patreon et vous pouvez aussi me soutenir financièrement si vous le souhaitez. Merci aux 3 personnes qui me soutiennent actuellement. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire pour soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.